Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour le décryptage de la rédaction. Vous reconnaissez peut-être le jingle de cette série qui nous replonge dans l'histoire aux côtés d'Alex Desmulles, auteur d'un mémoire de master à Sciences Po Lyon intitulé « Souvenirs du pays de Dieu, ambition, plan et échec de la reconquête de la Chine par le Kuomintang à Taïwan 1949-1979 ». Pour ce troisième épisode, nous entrons dans le vif du sujet après avoir posé le contexte et s'être penchés sur la sincérité de l'objectif de reconquête. Si vous n'avez pas encore écouté les 2 précédents épisodes, je vous invite à les retrouver sur la page internet de ce décryptage. Aujourd'hui, nous parlerons surtout de comment l'objectif de reconquête de la Chine continentale s'est traduit en termes de préparation militaire et comment ce projet a fini par se déliter. Nous parlerons aussi de l'importance des îles du détroit de Taïwan. Alex Desmulles reviendra sur les 2 crises du détroit dans les années 1950 à Jinmen, île taïwanaise qui se trouve juste en face de la ville chinoise de Xiamen. Mais tout d'abord, Alex Desmulles voulait nous parler de la piraterie dans le détroit à l'époque, des techniques de harcèlement assez méconnues et qui pourtant ont eu leur importance. Il y a eu de la piraterie jusque dans les années 60 dans le détroit de Taïwan. Et alors, pas n'importe laquelle, ce sont les nationalistes. En fait, dans les années 50, les nationalistes sont conscients qu'ils auront du mal à envers la Chine dans l'immédiat. Donc, la stratégie majeure qu'ils ont à ce moment-là, c'est étouffer le gouvernement communiste chinois qui dépend toujours des voies navales, tout en renforçant les rébellions internes à la Chine populaire, en fait. Il y a des rébellions qui se poursuivent jusque dans les années 60 en Chine. Notamment, il y a une rébellion majeure au Guizhou en 1950. Il y a une rébellion majeure chez les Hui, donc c'est les cavaliers musulmans, qui va vraiment déstabiliser toute la région par des razzias, par des attaques millimétrées, etc. Sachant que les nationalistes renforcent par un pont aérien ces rébellions avec l'aide de la CIA. En fait, ils font voler des avions au-dessus. C'est très loin dans la Chine. Hein. C'est un exploit en vrai. Des services secrets nationalistes et américains, c'est qu'ils font voler leurs avions jusqu'au lac Qinghai, bien dans les terres en Chine, et ils larguent du matériel militaire, des radars, du pétrole, etc. Et il y a une rébellion au Xinjiang aussi. Et donc en fait ce que dit Chiang Kai-shek, c'est qu'il faut ramener cette rébellion sur les provinces riches, parce qu'elle se déroule grossièrement que dans les provinces pauvres. C'est des zones où c'est beaucoup plus difficile pour l'armée populaire de libération d'intervenir immédiatement. Donc l'objectif de Chiang Kai-shek, c'est de dire on va alimenter une rébellion sur les provinces côtières, qui sont des provinces riches. Et il y a 2 moyens pour faire ça, c'est étouffer les ports. Donc les nationalistes vont essayer de mener un embargo naval sur les communistes chinois, qui va durer 10 ans presque, hein, quand même. Ils vont capturer, alors ça c'est un épisode assez fou de la guerre froide, mais il y a des équipages polonais et soviétiques qui ont été capturés par les nationalistes, qui sont restés à Taïwan 30 ans. C'est notamment l'incident du Tuapse, qui est un navire soviétique où tout l'équipage est resté à Taïwan jusque dans les années 70. Et donc ça, c'est la piraterie nationaliste, c'est-à-dire qu'ils interceptent les bateaux en débarquant des troupes dessus, en les bombardant avec des avions pour les faire dévier, ou en les interceptant directement avec leur flotte. Et les nationalistes, ils ont le bénéfice d'avoir plein de toutes petites îles. Les plus connues, pour ceux qui connaissent Taïwan, c'est Jinmen et Matsu, parce que c'est les plus connus qui sont encore sous le contrôle de Taïwan. À l'époque, la République de Chine en a en contrôle une quinzaine, qui peut aller jusqu'au Zhejiang, donc c'est beaucoup plus au nord que Taïwan. Notamment, il y a les îles Tachen, qui sont un grand centre de piraterie nationaliste contre le Zhejiang. Et depuis ces îles, déjà, ils mènent ces actions contre les navires, mais aussi, pendant les années 60, ils font des débarquements en Chine, dans le Fujian, où ils font des sabotages, ils font péter des voies ferrées, ils conquièrent des îles, puis ils repartent. Parfois, ils débarquent juste pour faire sauter des postes radio et puis pour monter un drapeau nationaliste. C'est des actions de guerre irrégulières, hein, pour provoquer du chaos. Ça n'a jamais atteint l'amplitude qu'il aurait fallu pour vraiment déstabiliser le Fujian, déstabiliser le Zhejiang. Mais c'est un exploit assez important en termes de moyens, en termes de méthodes. Les nationalistes se sont quasiment jamais fait attraper dans ces actions-là, jusqu'à la fin des années 60. C'est des petites actions d'éclat, quoi. Mais sinon, oui, aussi, ils multiplient les actions contre les îlots communistes. Alors, ils en ont gardé aucun, mais à chaque fois, en fait, ils arrivent, ils envahissent l'île, ils prennent le contrôle de l'île, ils envoient les prisonniers à Taïwan, et puis ils repartent, quand l'armée populaire de libération arrive. C'est un harcèlement constant qui va prendre fin en 65 à peu près, mais je pense qu'on y reviendra. Enfin, en général, il y a beaucoup de choses qui prennent fin en 65. C'est un épisode qui est très très peu étudié. Alors, il y a un très bon livre
d'un membre de la CIA qui a participé à ces événements, qui s'appelle Frank Hollobert, qui s'appelle Pirates of the East China Sea, où il explique en fait ce qu'il a fait. Et notamment, c'est assez drôle parce que donc à côté de la radio, il y a le grand hôtel de Yuanshan, qui était le centre d'arrivée des mercenaires de la CIA à Taïwan avant qu'ils soient envoyés sur les îles à Dacheng ou à Jinmen pour mener leurs attaques. J'imagine que comme moi, vous avez appris beaucoup de choses sur cette période que vous ne saviez pas. En ce qui concerne le rôle des États-Unis et leur positionnement par rapport au régime de la République de Chine des années 50 aux années 80, nous y consacrerons le prochain épisode. On retrouve Alex Desmulles à propos des 2 crises du détroit de Taïwan. La première a eu lieu en 1954 et la seconde en 1958. Elles se sont toutes deux déroulées autour de l'île de Jinmen, île taïwanaise toute proche de la Chine, un positionnement qui en fait un endroit stratégique. Et donc la première crise, en fait, c'est... on pense que les communistes ont réfléchi à une possibilité d'envahir Jinmen et ont voulu tester les défenses et donc ont bombardé Jinmen jour et nuit pour essayer de préparer le terrain, mettre la pression sur les États-Unis, mettre la pression sur Eisenhower qui venait d'être élu depuis 2 ans, notamment parce que c'est juste après la guerre de Corée. La guerre de Corée se termine en 1953 et mettre la pression sur Chiang Kai-shek. Et Chiang Kai-shek, à ce moment-là, les Américains veulent qu'il lâche Jinmen. Parce qu'ils se disent, c'est pas tenable. Ça subit un tel bombardement, mais absolument horrible, que c'est pas tenable. Les nationalistes bombardent Xiamen en réponse, bien sûr. Et Chiang Kai-shek refuse. Il veut tenir bon parce qu'en réalité, en vrai, il y a très peu de choses qui relient encore Taïwan à ce moment-là à la Chine politiquement. Et Jinmen, c'est l'un de ces trucs-là. Parce que ce qui se passe, c'est que à l'époque, et d'ailleurs encore aujourd'hui, ce système existe encore, même s'il a été vidé de toute substance, la République de Chine continue à régner sur 4 provinces, théoriquement. Il y a la province de Taïwan, il y a la province du Xinjiang qui est absolument virtuelle, qui a même pas de territoire, où c'est juste, en fait, ils essayent de jouer sur les exilés ouïghours en Turquie notamment, via Yulbarskan, qui est un militant indépendantiste, autonomiste du ouïghour, qui s'est allié au KMT, etc., qui est anticommuniste, bref. Il y a la province du Zhejiang et il y a la province du Fujian, qui sont encore des provinces de Chine continentale. Donc c'est un lien politique, sémantique et idéologique avec la Chine. Ça, c'est jusqu'à quand ? Alors la province du Xinjiang, elle est abolie à la mort de Yulbarskan, donc dans les années 60. La province du Zhejiang, elle est abolie en 1955, mais j'y viens parce qu'en fait, le résultat de la crise de Jinmen, c'est que les Américains obtiennent le départ des nationalistes des îles Tachen. Parce qu'ils considèrent que les îles Tachen sont trop loin de Taïwan pour pouvoir les défendre suffisamment. Et donc ils disent, on troque les îles Tachen contre les îles Kinmen, vous restez à Jinmen, mais vous lâchez Tachen parce que c'est trop loin, c'est trop difficile c'est la 7e flotte américaine qui gère les patrouilles à l'époque, c'est trop loin pour notre flotte, et du coup ils lancent l'opération King Kong, oui ça s'appelle l'opération King Kong, où ils évacuent l'entièreté de Tachen. Quand les communistes arrivent, l'île est entièrement déserte, ils ont évacué toute la population, etc. Et d'ailleurs il y a une minorité de Dacheng qui vit encore à Taïwan, de descendants d'habitants de Dacheng qui vit encore à Taïwan, qui étaient parqués à l'époque dans les villages militaires. Et donc la province du Zhejiang, elle est abolie en 1955, et la province du Fujian, elle existe encore. Elle a été vidée de toute substance en 2017, je crois. Elle avait encore des responsabilités jusqu'à très récemment. C'est le gouvernement de Tsai Ing-wen qui a fini par la vider entièrement de toute substance et dire on peut pas l'abolir parce que le KMT le prendrait mal et la Chine communiste, on sait pas comment il réagirait, mais tout est repassé en fait aux gouvernements locaux de Jinmen et Matsu en fait. Toutes les responsabilités sont passées à ces groupes-là parce que c'est un peu trop, c'est des postes en trop, etc. Donc c'était aussi un peu dans cette idée de faire sauter des administrations qui servaient pas trop, etc. Des surcouches, etc. Mais l'administration de la province du Fujian, de jure, existe encore. De facto, plus du tout, bien sûr. À propos des îles Tachen et de ce que sont devenus les réfugiés, je vous renvoie vers l'excellente émission réalisée par une autre ancienne stagiaire de RTI, Suzanne Duroy, dont vous trouverez le lien sur la page de ce décryptage. Pour revenir à Jinmen et à son importance dans l'objectif de reconquête de la Chine continentale par Chiang Kai-shek. En dehors de Taïwan, Penghu, et donc ce qui est dans la province de Taïwan, en dehors de la province de Taïwan, c'est la plus grosse île qui tienne. Deuxièmement, c'est le symbole de la résistance nationaliste à Guningtou. Et surtout, c'est la province du Fujian. C'est important parce que c'est de là d'où viennent la plupart des habitants de Taïwan. C'est de là d'où viennent la plupart des nationalistes qui sont arrivés à Taïwan viennent du Fujian et du Zhejiang.
Déjà, l'abandon de la province du Zhejiang, je pense, a fait beaucoup de mal au gouvernement nationaliste parce que Chiang Kai-shek est du Zhejiang, c'est sa province natale. Et alors, abandonner les Fujian, c'était hors de question. Et c'est pour ça que que la République de Chine a maintenu son contrôle sur Jinmen de manière mordicus sous toutes les crises, a jamais abandonné Jinmen pour des raisons idéologiques. Maintenant, c'est aussi parce que c'est un avant-poste contre la Chine et c'est un avant-poste de défense, et que si un jour la Chine envahit Taïwan, Taïwan aura 24 heures de délai. Il faut 24 heures quasiment pour traverser le détroit. Le temps que Jinmen tombe, Taïwan pourra se préparer. On garde Jinmen aussi sur des logiques stratégiques. Mais oui, idéologiquement, c'est la Chine. De fait, c'est pas Taïwan, c'est la Chine continentale, Jinmen. C'est une île de la Chine continentale. En effet, on peut rappeler que Jinmen et Matsu n'ont pas été colonisés aussitôt par les Japonais, qui arrivent à Jinmen seulement en 1938, et Matsu n'a été occupé par les troupes japonaises qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale. De plus, les îles Jinmen ont été un important vivier de mandarins, et une autre différence, c'est que Jinmen a intégré l'empire chinois sous les Song et Matsu un peu plus tard, alors que Taïwan n'a fait partie de la dynastie des Qing que sur le tard. La deuxième crise, donc, a lieu en 1958. Elle est extrêmement grave parce qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Eisenhower fait déployer des howitzer nucléaires. Ce sont des grands canons d'artillerie qui peuvent tirer très très loin, avec des bombes nucléaires à l'intérieur, des bombes nucléaires tactiques. Qu'on est à deux doigts d'un embrasement nucléaire à ce moment-là. Donc il y a une vraie crise au départ. On pense qu'il y a une volonté de mettre un coup de pression sur les Américains par les communistes, parce qu'ils sont en négociation à ce moment-là à Varsovie, sur la question du blocus notamment, parce que les Américains ont soutenu le blocus nationaliste. Et aussi, en fait, pour essayer de mettre la pression sur les États-Unis qui sont occupés au Liban au même moment. Et du coup, les communistes profitent de ça. Et en vérité, 58, on ne sait pas vraiment s'ils comptaient envahir Jinmen ou pas. En tout cas, Chiang Kai-shek a pris ça très au sérieux, au point qu'il y a eu une communication ouverte avec les communistes. Chiang Ching-kuo a contacté Zhou Enlai via plusieurs personnes et via ce qu'on appelle des back channels, donc des canaux non officiels. Il lui a dit, écoutez... vous nous mettez tellement une pression importante que les États-Unis sont à deux doigts de décarrer de Jinmen. Ils ne peuvent pas nous soutenir sur Jinmen. Or, vu qu'on a déjà quitté Dachon, si on quitte Jinmen, on va être obligé de quitter Matsu aussi parce que c'est intenable. On n'aura plus aucune prétention à dire qu'on est la Chine. Si on dit qu'on n'est plus la Chine, ça veut dire que Taïwan peut prendre son indépendance, ce dont les États-Unis rêvent à l'époque. Parce que le gouvernement nationaliste chinois est un peu handicapant, on va dire, dans leur politique locale. Ça veut dire que les États-Unis vont pouvoir orchestrer la séparation de Taïwan avec la Chine et vont pouvoir renforcer encore plus leur présence à Taïwan dans ce couteau qui est dirigé vers les communistes. Et là, par contre, le jour où il y aura une guerre mondiale contre le communisme, il n'y aura pas une espèce de sentiment on est tous chinois, etc. Non, ça sera une guerre multinationale, etc. C'est à peu près le sous-entendu de cette lettre-là. Et ça, c'est comment on a retrouvé ces archives-là ? C'est les communistes qui les ont déterrées. Et donc la lettre est préservée par la Hoover Institution aux États-Unis, où en gros il explique que Zhou Enlai a été contacté par Chiang Ching-kuo. Et visiblement ça a été authentifié, visiblement ça a été vraiment un fait. Et en fait ce que Zhou Enlai propose, c'est que, et c'est ce qui a été fait jusqu'en 1979, donc à la reconnaissance de la République populaire par les États-Unis, ils se partageaient les jours entre jour pair et jour impair. Donc un jour, les communistes bombardaient Jinmen et l'autre jour, les nationalistes bombardaient Xiamen. Et donc, comme ça, ils maintiennent la pression en disant « Bon, les Américains, regardez, on se bat encore, il y a encore une pression sur Jinmen, il faut qu'on tienne Jinmen, etc. » C'est parce que les nationalistes ne sont pas vraiment un satellite américain en tant que tel. C'est un régime qui a son indépendance, qui est très jaloux de son indépendance et qui considère les Américains comme un allié de circonstance qu'il faut presser pour avoir le maximum d'aide, le maximum d'armes, etc. Et que de toute façon, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas mener leur contre-attaque sans les Américains. Donc ils sont obligés de rester dépendants des Américains. Et de l'autre côté, les communistes jouent là-dessus parce qu'ils veulent orchestrer leur rupture avec l'Union soviétique, bien fermement. Et le meilleur allié pour ça, ce sera les États-Unis. En gros, c'est jouer ce jeu de pression pour avoir de la part des États-Unis ce qu'ils veulent, tous les deux. Parce que, visiblement, effectivement, en 1958, il n'y a pas de volonté communiste d'envahir Jinmen. Ça vient pas de nulle part, cette collaboration. Ces gens-là viennent tous des mêmes écoles, ont tous eu les mêmes mentors, ils ont tous été des fidèles de Sun Yat-sen. La plupart des généraux nationalistes et la plupart des généraux communistes sont tous sortis de Huangpu, dont le directeur était Chiang Kai-shek, et dont le vice-directeur était Zhou Enlai.
À l'exception de Mao, en réalité, ils sont tous du même sérail. C'est vraiment les frères ennemis, en fait. C'est les frères ennemis, c'est littéralement ça. Et du coup, il y a une... C'est pas une forme de manipulation des Américains, mais c'est qu'il y a un terrain d'entente quelque part où ils se reconnaissent qu'ils sont du même peuple, qu'ils sont du même groupe, et qu'ils ont des objectifs contraires, parce qu'ils ont des idéologies contraires, mais qu'ils se comprennent sur ces terrains-là, et que leur objectif, au final, c'est quand même d'éviter au maximum, en tout cas pour Chiang Ching-kuo et pour beaucoup de cadres nationalistes, et pour Zhou Enlai et beaucoup de cadres communistes, je parle pas forcément de Mao et Chiang Kai-shek qui sont quand même dans une opposition viscérale, l'objectif c'est quand même d'éviter au maximum de verser du sang chinois pour rien. C'est-à-dire que le jour où ils se battront pour la réunification de la Chine, ok, là c'est la guerre à mort. Mais avec l'objectif quand même de sauvegarder la Chine à la fin. Si c'est pour se battre pour les intérêts américains ou pour les intérêts soviétiques, ils sont pas prêts à le faire du tout. Et en fait, c'est plutôt ça ce que ça traduit, cette deuxième crise de Jinmun, et cette espèce de manipulation arrière, en fait. C'est pas qu'ils s'entendent, c'est pas que c'est un complot, etc. C'est juste que le moment n'est mûr ni pour Pékin, ni pour Taipei, et qu'ils se comprennent là-dessus, et qu'ils refusent de déclencher une guerre nucléaire dans le détroit pour rien, en fait. À la fin des années 1950, on est donc passé de justesse à côté d'un potentiel conflit très grave. Dans le même temps, entre les années 50 et 80, on assiste à ce que l'on appelle le miracle économique taïwanais. Des investissements massifs dans les infrastructures économiques tournés vers l'exportation ont débouché sur une forte croissance économique. Alors que la République de Chine était encore présente aux Nations Unies et même au sein du Conseil de sécurité jusqu'en 1971, l'essor économique de Taïwan n'a-t-il pas donné des ailes au régime pour lancer la reconquête de la Chine continentale ? Les troupes du général Chiang Kai-shek ont-elles jamais mené une offensive pour mettre leur plan en application ? L'assaut a failli être lancé à plusieurs reprises, rappelle Alex Desmules, mais les facteurs sous-jacents dépendaient davantage des moyens militaires que de la situation économique. En effet, celle-ci était fondée sur la production agricole et la sous-traitance manufacturière, ce qui n'est pas une base suffisante pour lancer une offensive militaire de grande envergure. Cependant, Alex Desmules précise que le régime de la République de Chine avait réussi à former une armée digne de ce nom. Ce n'était plus l'armée en haillons qui avait débarqué à Taïwan après la Seconde Guerre mondiale suite à la défaite du Japon. C'est plus du tout la même armée. Là, on est sur une armée professionnelle, on est sur une armée de conscrits très très forte. Il y a 3 millions d'hommes qui peuvent partir du jour au lendemain pour le continent. Et de fait, il y a une tentative de mobilisation générale en 1962. Donc c'est l'année du tigre, bon symbole pour l'armée. Avant ça, il y a eu plusieurs plans. Il y a eu, dès 1954, Guanlong, le plan Gloire. C'était une idée d'invasion par le delta des Perles. Donc ça a été théorisé par les conseillers japonais. Accessoirement, c'est la cour des miracles en termes de conseillers militaires à Taïwan. Enfin bref. Donc c'est ces conseillers japonais qui théorisent ce plan, qui est rejeté par les Américains, parce qu'il est considéré comme pas assez abouti, et surtout il arrive en 54, donc à un moment où les nationalistes n'ont pas forcément les moyens de le mener. T'as plusieurs plans en 57, t'as le plan Zongxin, puis t'as le plan en 59 de débarquement Huanglong, qui eux imaginent un débarquement sur le Fujian, avec des parachutages, des sabotages, etc., qui est un plan très très ambitieux, et ça va être la base des plans de débarquement pour la suite. Et sinon t'as les plans Ruoxin et Xinhua, comme Nouvelle Chine, qui lui part de la Birmanie pour envahir le Yunnan, parce que aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a une armée entière de soldats nationalistes qui s'est réfugiée en Birmanie et qui tient le camp dans les montagnes de Birmanie, à la grande détestation du gouvernement birman. D'ailleurs, c'est l'une des motivations pour lesquelles le gouvernement birman est le premier gouvernement non communiste à reconnaître la République populaire. Mais il y a toute une armée nationaliste qui campe sur les montagnes de Birmanie et qui mène plusieurs offensives dans le Yunnan pour essayer de faire s'effondrer la Chine. Bref, voilà. Mais en 62, donc, tu as ce plan, donc Huanglong Jierua, qui est conservé, qui est considéré comme le plus efficace. Et en 62, ils considèrent qu'ils ont les moyens de mener cette attaque. Sauf que les Américains. Eisenhower quitte le pouvoir à peu près à cette époque-là et est remplacé par John Kennedy. John Kennedy n'aime pas beaucoup Chiang Kai-shek. Il s'oppose à peu près à tous les plans que propose Chiang Kai-shek. Il maintient la politique que Truman avait édictée pendant la guerre de Corée, c'est que la 7e flotte américaine, dans le détroit de Taïwan, ne protège que Taïwan en cas d'invasion communiste. Mais en aucun cas, elle ne doit aider les nationalistes en cas d'invasion. Donc, le plan Huanglong, qui était théorisé en 59, pour 62, il est complètement abandonné. Donc, Chiang Kai-shek décide de réutiliser cette base pour proposer un nouveau plan. Et là, c'est le gros plan.
c'est Guoguangji-Hua, donc le projet Gloire nationale, qui est établi à partir de 61, après le retocage de plusieurs plans par Kennedy. Il s'installe dans un QG à Sanxia, dans le New Taipei, dans la montagne. C'est 200 personnes qui sont sur le projet environ. Ils établissent que 62, c'est la meilleure période pour frapper, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui indiquent que le régime communiste est très très faible à cette époque-là. Il sort à peine du grand bond en avant et de la famine que ça a provoqué, donc il est en plein trouble majeur populaire. Il y a des troubles majeurs entre l'Union soviétique et la Chine, et il y a une intensification du conflit en Indochine, notamment via le Laos, où, bien entendu, l'armée nationaliste a une main dedans, parce que les nationalistes travaillent aussi pour les gouvernements anticommunistes locaux, notamment c'est l'armée qui est en Birmanie, qui est passée au Laos et qui lutte contre le Pathet Lao, parti communiste laotien, à ce moment-là. La logique de Chiang Kai-shek, c'est que l'URSS et la Chine sont tellement en mauvais termes que si on envahit le Fujian, l'URSS va pas bouger. Le calcul politique qui est fait par les nationalistes à ce moment-là, c'est que l'URSS n'interviendra que s'il dépasse le fleuve jaune qui menace directement la sphère d'influence soviétique. Donc l'objectif de Chiang Kai-shek, c'est d'atteindre Shanghai, et de là, on va négocier avec les soviétiques, et il y a de fortes chances qu'ils poignardent dans le dos les communistes, avec qui ils s'entendent très très, très très mal à l'époque. Bon, c'est un peu des fantaisies sur certains aspects, ça va être très vite confronté à la réalité. N'empêche qu'ils vont réussir à écrire 26 plans avec 214 cas de figure différents. Et donc en 1962, Chiang Kai-shek est persuadé que c'est le moment de frapper. Il y a vraiment une mobilisation forte des nationalistes à ce moment-là. Ils vont lever des taxes de guerre sur Taïwan. Ils vont faire payer les Taïwanais pour mener des taxes de guerre. Ils vont préparer la mobilisation générale, je crois que c'est pour août. Ils vont envoyer tous les cadres nationalistes dans les écoles, dans l'école des cadres du parti, pour leur donner des cours sur l'occupation de territoires ennemis. Et l'objectif, du coup, c'est un débarquement à Xiamen, donc qui est pile en face de Jinmen. Donc depuis Jinmen, qui est surtout, c'est une île, Xiamen, donc c'est une ville qui est difficile à réapprovisionner. Donc il faut ceinturer Xiamen, la prendre, puis l'utiliser comme base de débarquement. Et en fait, de là, il faut envers le Fujian, avec plein de parachutages qui vont saboter. Notamment, ils visent la ligne de chemin de fer Xiamen-Intai, qui vient d'être construite par les communistes, parce qu'ils ont très peur que cette ligne de chemin de fer permette à l'armée populaire d'amener des renforts très très vite. Et donc en fait, ils se disent qu'en sabotant ces lignes de communication, ils peuvent délayer l'armée populaire de libération, et du coup, la seule force à laquelle ils vont faire ça, c'est l'armée populaire de libération au Fujian, qui est pas non plus extrêmement forte, on va être honnête. Ils partent du principe que le Fujian va tomber, et puis de là, ils veulent utiliser le Fujian comme point d'équilibre pour mener 2 offensives, une vers le nord, une vers l'ouest, pour prendre Canton et pour prendre Chongqing. Donc pour mener dans le Sichuan, donc qui est le grenier à blé de la Chine, dans le nord, et Canton, qui est une ville historique du mouvement nationaliste et qui est surtout un port majeur. Le problème de ce plan, c'est qu'il part du principe que les États-Unis vont être chauds. Il part du principe que l'URSS ne va pas intervenir. Parce que, en fait, les nationalistes sont incapables de gérer leur logistique comme ça. En fait, il y a ce précepte qui dit que la guerre se nourrit de la guerre, parce que lorsqu'une armée envahit un territoire, elle peut se nourrir des ressources de ce territoire en prenant les ressources agricoles, les ressources monétaires pour se maintenir. Mais ça peut pas durer éternellement. Donc, ce que dit Chiang Kai-shek, c'est que nous, on va commencer par faire ça. À partir de là, on va être obligé de pousser les Américains à rentrer en guerre aussi, parce que les Américains sont des spécialistes de la logistique. Donc du coup, Chiang Kai-shek comptait sur la logistique des Américains. C'est ça. Et de fait, son plan, il tient vraiment sur des suppositions. Et c'est tout le problème de ce plan-là, c'est que les nationalistes ne seront jamais assez forts. Et je tiens à vraiment l'appuyer, c'est qu'à cette époque-là, ils mettent 850 millions de dollars taïwanais au mois de juillet pour leur projet d'invasion. Ça doit être plusieurs dizaines de milliards aujourd'hui. Et ça, c'est par mois. C'est un effort gigantesque. Et ils ne sont pas capables de mener leur ligne logistique. Il faut énormément de logistique pour mener une guerre moderne. Il faut généralement même plus de personnel à l'arrière que de personnel combattant. Ne serait-ce que, par exemple, pour la logistique médicale, Taïwan ne se suffit pas à elle-même, ils sont obligés d'acheter... Alors, c'est notamment ce qui met la puce à l'oreille aux Américains, c'est que Taïwan passe une commande au gouvernement belge de poches de sang. Ça met la puce à l'oreille à ce moment-là aux Américains qui se disent « Attends, il fait quoi là, Chiang Kai-shek ?»
Ils ont commandé des barges de débarquement aux Belges et aux Français aussi à ce moment-là. En vrai de vrai, ils sont pas préparés. Donc en fait, ils n'en avaient pas vraiment parlé aux Américains au Non, préalable. parce que Kennedy s'y oppose, mais absolument. C'est après avoir passé toutes les années 50 à leur avoir proposé 7-8 plans, qu'à chaque fois les Américains disent non, c'est pas possible, faut retoquer ça, on vous suivra pas là-dessus, etc. Qu'ils se disent, mais le seul moyen de provoquer les Américains dans ce conflit, c'est leur forcer la main en risquant une troisième guerre mondiale, en leur disant si vous intervenez pas, on va se faire massacrer et ça sera pour vous, hein, parce que le Pacifique, voilà, hein, voilà. C'est vraiment la logique des nationalistes à ce moment-là. Et bon, les Américains s'en rendent compte, parce que c'est pas très très discret de mener une mobilisation générale comme ça. Et les Américains font comprendre qu'ils sont pas très très d'accord. Et les Américains font comprendre que bah c'est pas grave, hein, allez-y, nous on vous suivra pas. Puis au même moment, t'as l'URSS qui fait comprendre que s'ils interviennent en Chine, il y a des possibilités que la Chine et l'URSS se réconcilient. Et les communistes aussi sont au courant. Du coup, je crois qu'ils envoient une dizaine de divisions de l'armée populaire dans le Fujian. Ce qui rend d'autant plus le débarquement complètement infaisable. Du coup, le truc se débande entièrement. La mobilisation générale est sonnée à aucun moment. Et donc, ce plan finit dans la poubelle. Est-ce qu'il y en a eu d'autres par la suite ? Le projet Gloire nationale a continué, jusqu'en 72 en l'occurrence, mais la période faste du projet Gloire nationale, c'est 61-65. Avec ce premier pic en 62 et un deuxième pic en 65. Et en gros, ils vont continuer à se réunir, à discuter de plans, à discuter de quoi faire en cas de guerre contre la Chine, parce que leur objectif, c'est d'être de mieux en mieux préparés. Ils sont persuadés que le jour où ils seront correctement préparés, il n'y aura rien qui se mettra devant eux. Parce que vraiment, ils ont leur biais. Ils n'ont pas les moyens de connaître ce qu'on connaît aujourd'hui en tant qu'historien, et ça peut paraître complètement fou. Mais ils ont leur biais et leur logique que les communistes, c'est un régime, mais décrépit. Ils ont à peu près la même vision des communistes que ce qu'avaient les communistes des nationalistes en 49. C'est qu'ils ont persuadé que c'est un régime corrompu, impopulaire, qui a une économie en lambeaux, etc. Ils sont persuadés que dès qu'ils rentreront, tout le truc va s'effondrer. Bon, voilà. Et donc, ils poursuivent ces préparations. On est donc en 62-65, c'est la période d'intensification de la guerre du Vietnam, qui développe un nouveau plan qui s'appelle Great Torch 5. J'ai pas trouvé le nom chinois, parce qu'en fait, ils l'ont présenté tel quel aux Américains. Il vise 5 provinces chinoises. Guangxi, Guangdong, Fujian, Sichuan et Yunnan. L'objectif, là, c'est de mener une invasion contre Canton en soutien aux Américains au Vietnam. Bon, tu vois le prétexte, hein, parce que clairement, oui. le Vietnam, ils ont aidé le Vietnam Sud. Hein. Les nationalistes ont beaucoup aidé le Vietnam Sud, économiquement et militairement. Mais ils ne s'attendent pas du tout à ce que ce soit des démocrates à la Maison-Blanche. Parce que en 62, quand le truc s'effondre, ils se disent, de toute façon, les républicains ont toujours été plus favorables à Taïwan, jusqu'aux années 70, que les démocrates. Et il y a un candidat républicain qui leur fait de l'œil à ce moment-là, c'est Barry Goldwater. Lui est un ardent défenseur de Taïwan, du gouvernement nationaliste, et ils sont persuadés que quand Barry Goldwater va être à la Maison-Blanche, ils pourront le faire, leur invasion. Et du coup, en fait, ils préparent ce Great Torch 5, ils voient l'assassinat de Kennedy arriver, mais ils voient avec horreur arriver Lyndon B. Johnson, qui est encore pire sur les questions chinoises, parce que Lyndon B. Johnson, lui, il veut ouvrir les communications avec la République populaire de Chine. Et donc, Great Torch 5, proposé en 65, poubelle, tout de suite. Et ça a lieu dans une logique de méfiance envers les Américains qui a fait que Chiang Kai-shek a été jusqu'à créer un faux projet, qui s'appelle le projet Grande Lumière, un Juguan, un faux projet de reconquête avec les Américains. Il a fait un QG, il a mis des militaires là-bas et tout, pour dire « Ah, vous allez faire des plans de reconquête avec les Américains ». Il n'a pas mis un sou dans le truc, et en fait, c'était pour occuper les officiels américains qui se chargeaient de ça, pendant que eux, ils travaillaient sur le projet Gloire nationale de leur côté, en mode « Ah non, mais le projet Gloire nationale, il est abandonné, hein, vous inquiétez pas !» Pendant qu'ils travaillaient sur ce projet, alors ce qu'ils appellent contre-attaque alliée, donc avec les États-Unis. Ça n'aboutit à rien. Hein. D'ailleurs, Chiang Kai-shek ne lit même pas les plans qui sont produits par ce comité, qui sont tous retoqués par les États-Unis d'ailleurs. Et donc, ce retoquement de Great Torch 5, c'est le dernier épisode de cette espèce de longue litanie de plans qui partent un peu dans tous les sens, où les États-Unis mettent leur veto. Et surtout, il arrive à un moment, à la fin d'une séquence historique, qui est très défavorable au nationalisme. En effet, le milieu des années 1960 est une période de transition, la fin d'une séquence historique avec le délitement du projet de reconquête de la Chine continentale.
Et une nouvelle ère qui s'ouvre avec de nouveaux défis pour le régime de la République de Chine, notamment en ce qui concerne les alliances diplomatiques. En 64, reconnaissance de la République populaire par la France. Quelques mois après, explosion de la première bombe atomique chinoise. Déjà, là, la reconquête, elle sent pas bon du tout. Parce qu'à partir du moment où les communistes ont la bombe nucléaire, ça va être compliqué. À moins d'atomiser Taipei ou de voir ses propres troupes atomisées dès le débarquement au Fujian, ça va mal se passer. Donc déjà, on est sur un doute, et là, à partir de ce moment-là, Chiang Kai-shek sait très bien qu'il ne peut rentrer en guerre qu'avec le soutien d'une puissance nucléaire, aka les États-Unis. C'est pour ça qu'il développe son idée de plan par le Vietnam, et on aide le Vietnam Nord, en fait, en attaquant la Chine. Puis, le 24 juin 1965, ils font des exercices de débarquement, il y a 5 barges qui se renversent, et il y a 10 morts. C'est pas bon signe. Puis le 6 août, à côté de Dongshan, il y a un guet-apens communiste qui fait couler 2 bateaux nationalistes avec 200 morts, d'un coup. Il y a une absence de coordination entre la marine et l'armée de l'air qui fait que l'armée de l'air arrive à peine à sauver les quelques marins qui survivent et n'ont même pas réussi à bombarder les bâtiments communistes qui avaient mené le guet-apens. Ce qui fait dire aussi aux nationalistes qu'à ce moment-là, il y a peut-être un espion, quelque part. Donc Chiang Kai-shek est furieux, d'ailleurs il fait réunir tout le projet Gloire nationale et il finit par claquer la porte en disant mais vous êtes des incompétents, grossièrement. Et puis donc le 22 septembre, Chiang Ching-kuo part à Washington pour présenter Great George V, avec le résultat qu'on sait. Et le 13 novembre, rebelote, il y a un navire hôpital qui fait la liaison entre Wuqiu et Magong, donc à Penghu, qui est attaqué par des avions communistes, 82 morts. Le projet est en lambeaux parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent des soldats à l'appel dans des attaques communistes qui sortent de nulle part. Ils ont probablement une taupe quelque part dans le système. Les États-Unis, c'est fini, il n'y a plus d'aide possible et Johnson, a priori, est parti pour rester un moment à ce moment-là, de visu. Et donc, en fait, le projet, à ce moment-là, meurt. J'ai pas d'autres mots parce que, en fait, Chiang Kai-shek arrête de venir aux réunions. Il diminue de plus en plus le nombre de réunions par année. Et en fait, le projet juste va lentement dériver et il n'y a plus rien qui en ressort en fait. Chiang Kai-shek arrive aussi dans les dernières années de sa vie. S'il reste à la tête de la République de Chine à Taïwan jusqu'à sa mort en 1975, sa santé commence à décliner au début des années 70, au moment où le régime perd son siège à l'ONU. En 1972, son fils Chiang Ching-kuo est nommé Premier ministre, puis Chiang Kai-shek met un terme au projet Gloire nationale. Le lendemain, il fait un AVC. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a eu un coup, il y a eu un coup mental, il y a un coup physique sur Chiang Kai-shek à ce moment-là. Il fait fermer le projet Gloire nationale, la nuit même il fait un AVC, il est plongé dans le coma pendant 6 mois. Après, c'est la longue période où on sent que Chiang Kai-shek il va mourir dans les années qui viennent. De fait, il meurt en 75. Le projet Gloire nationale disparaît d'une certaine manière en parallèle de la retraite politique de Chiang Kai-shek. C'est le crépuscule de Chiang Kai-shek et c'est en parallèle le crépuscule de ce projet en fait, parce qu'il n'y aura plus jamais de projet de planification politique, militaire tel quel après. Nous terminons ainsi ce décryptage sur le crépuscule de Chiang Kai-shek et avec lui, petit à petit, de l'objectif de reconquête du territoire de Chine continentale qui sera abandonné dans les années 1980 au moment de la démocratisation de Taïwan et lorsque Chiang Ching-kuo décide de faire évoluer les objectifs de l'armée nationale. L'abandon officiel date de 1991 dans un discours du président Lee Teng-hui. Dans le prochain décryptage de la série, Alex Demul apportera son éclairage sur les relations tourmentées du régime de la République de Chine avec le gouvernement américain. Nous verrons aussi qui a forgé le concept d'une seule Chine et pourquoi, ainsi que les diverses implications de cela à ce jour.